J'ai comme un flashback des Jeux olympiques de Pékin, hein, Martin, si dans tes oreilles. Là, trouves-tu que ça sonne comme quand notre Gascon déambulait dans les rues de Pékin, un épisode qu'on a enregistré en plein milieu de la nuit? Oui, Hein, oui, oui. On est pas pire. Que ça ressemble à ça, mais ça semble plus européen comme bruit de fond. Le désagrément du bruit de fond est égal, mais effectivement plus européen, parce qu'on va aller rejoindre Alex Gascon à Roland-Garros. Salut, Alex! Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Est-ce qu'on te dérange? Un peu, mais c'est pas grave. Pour vous, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, je suis assis en terrasse, tu vois, et puis je pense que je dérange tous les gens qui sont autour. Ah, ben là... Mais c'est pas grave, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre endroit vraiment là où on peut goupiller le truc. Alors, ça va se passer ici, mais je suis à côté du court numéro 12 où Denis Shapovalov entame son match de deuxième tour. Là. Écoute, combien qu'on met sur la table, Martin, si Alex garde l'accent jusqu'à temps qu'on le laisse aller? 50 piastres? Oui, oui, 50 chaque. 50 chaque si tu gardes l'accent, Alex. 50 cents ou 50 dollars? 50 balles. 50 euros? Je pense 50 euros. 50 euros. 50 euros, ça commence à faire 50 de balles, l'argent. ça. Non, sérieux, Bon, ben, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça se passe très bien. Le site est magnifique ici à Roland-Garros là, pour un amoureux du sport en général, mais du tennis en particulier, puis de l'histoire de ce sport-là, c'est vraiment mythique. Alors, je pense, on mesure notre chance, le caméraman Jean-François Vachon et moi-même, hein, parce qu'il faut le nommer, là, ça fait partie de l'équipe. On mesure notre chance, c'est vraiment des terrains incroyables. Et puis, on a eu des bons matchs à date, des Canadiens avec des hauts et des bas, mais ça se passe bien. C'est vraiment une très belle couverture, très belle affectation. Je pourrais pas demander mieux. Bon, formidable. Alors, on te souhaite que les Canadiens fassent très bien jusqu'à la fin. Ça s'est pas bien passé pour Félix, mais on te souhaite que ce soit un long séjour. Vous êtes bien gentils, les boys. D'ailleurs, j'ai lu une excellente chronique sur Félix Auger-Aliassime sur le site de Radio-Canada. C'est qui signait ça, donc? Est-ce que c'est... Ah non, c'est toi, Martin! Est-ce que tu fais exprès pour faire de l'ombre à Gascon? Non, ça pourrait rester avec lui. C'est vrai, t'es c'était même cité dans sa chronique. Fait que c'était correct. Tout le monde est content. Tout le monde est content. J'ai dit, il fait pas juste piler dans mes plates-bandes pour rien. Là, au moins, il me donne la main en même temps. Écoute, on est une équipe. Avec moi. On est une équipe où on ne l'est pas. Il n'y a pas de jeu dans le mot équipe. OK, aujourd'hui, qui gagnera la Coupe Stanley? Hein, juste ça. Le Canada est champion du monde. Et est-ce que les Maple Leafs ont trouvé leur solution? C'est Tellement Hockey, épisode 239. Avec notre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, Alex. Et notre journaliste affecté aux affaires du hockey en général, mais en plein grand chelem de tennis en ce moment, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Salut, les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon, ça y est. Écoute, est-ce que... Non, attends un petit peu. Avant toute chose, Alex, qui va gagner la Coupe Stanley? Est-ce que vous voulez vraiment encore connaître mes prédictions? Là? Je ne sais pas assez fait un fou de moi dans les dernières semaines. Je sais pas. J'ai pas porté attention. Mais je sais pas, je pense que je suis 4 en 13 ou 5 en 13. Ah, oui. Bon. Il veut pas répondre. Mais le plan, c'était de lui demander sa prédiction et de le laisser aller. Écoute, je lui ai demandé sa prédiction. C'est vraiment la meilleure façon de s'esquiver. Moi, je vais avoir de la difficulté à faire ça. Bonne chance. Barré, verrouiller la porte, parce que c'est tout ce qui... Je peux peut-être me glisser sur le bureau. En tout cas, l'idée, c'était de faire un coucou à Alex, parce que vous aurez compris. Je pense que Félix joue... Non, Shapovalov joue est en train de jouer. qu'on est en train d'enregistrer. Sur le court numéro 12, donc il va de... On lui réserve pas les grands terrains, Shapovalov. Ils nous l'ont reconnecté. Il est de retour. Je suis de retour. On avait fait notre deuil, nous autres. Ah oui, ben là, je disais que le Bob, c'était son année. Alors, voilà pourquoi les Panthers en 6, même si on pourrait en disséquer le duel longuement. Là, sur papier, Vegas a l'avantage, sauf devant le filet. Mais avec Bobrovski et puis de la façon dont ça s'est déroulé pour les Panthers, le caractère de cette équipe-là, les leaders à la Bennett, Tkachuk et compagnie, Verhaeghe, là, je les vois finir le travail. Très bien. Et puis, as-tu demandé à Félix ce qu'il en pensait? Ben, il n'était pas vraiment... Il n'était pas dans un état. S'il avait gagné un match ou deux, mais là, c'était un petit peu moins à propos. Là. Il était vraiment dans une phase de remise de doute, de remise en question, de doute. Et
Puis non, ça allait pas très bien, honnêtement. Il s'est même dit un peu inquiet là, quand je lui ai posé la question directement. Il s'est inquiet par tout ça. Puis il avait l'air effectivement ennuyé. Alors, disons que je suis pas allé dans la finale de la Coupe Stanley. Malheureusement. C'était pas une question. J'ai suggéré à Bianca. J'ai suggéré à Bianca Andreescu d'aller magasiner chez Loup Boutin, par exemple, parce qu'on parlait de ça. Puis j'ai dit, as-tu une paire de Loup Boutin? Elle m'a dit non. Elle a dit, je vais ajouter ça à ma liste. Donc là, j'ai pu badiner avec elle un peu, mais Félix, ça s'y prêtait moins. C'était pas une question sérieuse, mais je suis content. Ça donne des résultats. Ben oui. Alors, bon tournoi, Alex. Amuse-toi bien, puis travaille fort, amuse-toi bien. Garde les yeux sur la balle. Et garde les yeux sur Vachon. Aussi, les deux. Oui, parce que lui, lâché dans la nature, c'est pas que la moitié d'un animal. Je vous en passe un papier. Alors, je le surveille de près, puis j'ai hâte de vous retrouver, les gars. All right. Salut, Alex. Au revoir. À bientôt. Bye-bye. On pensait qu'on était débarrassés. Là, c'est pour de bon, là. Là, on veut plus l'entendre. On n'en veut plus, OK? Il est là-bas, c'est correct. Tant mieux pour lui. Tout le monde est content. Mais non, tout le monde est content. J'allais commencer, tu sais, des fois, j'ai une idée, puis des fois, j'ai pas d'idée de comment je commence et je m'interromps moi-même. Mais avant de parler de la finale, as-tu cru 2 secondes que les Stars pouvaient, peut-être pas revirer la série, mais forcer un match numéro 7? Honnêtement, oui. Ils semblaient tellement au plus profond du ravin après le 3e match. De les voir se relever de ça, remporter 2 matchs. Ils avaient joué leur meilleur hockey. Alors là, je me disais, le 6e match est à Dallas. Leur capitaine qui a été suspendu après avoir commis un geste absolument idiot. C'était inadmissible. C'est pas un jeune, là. C'est ça. Je me disais, un leader qui revient dans son équipe après avoir vu son équipe combattre comme ça va vouloir être un facteur dans le 6e match, va vouloir démontrer à ses coéquipiers qu'il est repentant ou qu'il a une dette envers eux. Et ça a été une raclée magistrale. En même temps, ça a été un affaissement des Stars. Ça a été une leçon magistrale de hockey. C'est peut-être le match le plus impressionnant que j'ai vu de la part d'une équipe depuis le début des séries. Les Golden Knights, la domination totale qu'ils ont exercée dans ce match-là au niveau de la vitesse, remporter les bagarres dans les coins de patinoire pour la possession de la rondelle, le jeu d'ensemble, c'était vraiment beau à voir. Puis honnêtement, avoir été dans les souliers des joueurs des Panthers qui regardaient sans doute ce match-là, ça m'aurait probablement inquiété un peu. Puis à la fin des émissions, Jamie Benn a joué 12 minutes dans ce match-là, et Tyler Seguin, 12 minutes aussi. Là. Imagine, c'est un match où tu joues pour ta survie. Tu as 2 de tes vedettes qui jouent seulement 12 minutes. Ça en dit long, je pense, sur l'évaluation que l'entraîneur, que Peter DeBoer faisait. Puis, et dans le contexte, c'est ça, du retour de Ben, c'est comme si l'effet espéré a été contraire. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Oui. C'est particulier. Alors, si j'étais capitaine de cette équipe-là, si j'étais Jamie Benn, je me poserais des questions. Oui, enfin. Moi, j'ai lu après l'élimination des Stars, cette équipe-là étincelle pour plusieurs années. Je suis pas sûr. Entre autres, parce que en raison de ce qu'on vient de parler, puis c'est un peu si, mettons, ils ne faisaient pas les séries l'année prochaine, je serais pas tant surpris. Je constate, puis ça a été éloquent. Ils ont un paquet de bons jeunes joueurs. Souvent des gars qui sont repêchés assez tard aussi, ou c'est pas des top 5 au dernier repêchage, mais de Wyatt Johnston, notamment. Là, j'ai bien aimé Wyatt Johnston. Ben, c'est ça, et c'est vrai que c'est plein de promesses, là. Mais, justement, Jamie Benn, tout ça, Tyler Seguin qui joue peu dans ce match-là, les Stars qui ont probablement joué leurs 2 meilleurs matchs des séries quand Ben n'était pas... C'est pas normal, tu sais. Il y a quelque chose de je sais pas, qui est pas tant rassurant là-dedans. Mais tu sais, Tyler Seguin et Jamie Benn, ce sont les 2 plus hauts salariés de l'équipe. Ils sont sur une pente descendante. Ça fait plusieurs saisons. Je ne pense pas que la situation va se redresser. Je suis un grand admirateur de Roope Hintz, qui a 26 ans, qui est à son apogée, qui est un gros attaquant de puissance. Jason Robertson, je pense, a beaucoup appris. Il a juste 23 ans. Il a beaucoup appris de ce parcours éliminatoire-là. Il y a eu de la difficulté. Il a été plusieurs matchs sans marquer des buts. Il s'est mis en marche vers la fin. Puis en défense, Miro Escanen, lui aussi, 23 ans, je pense qu'il a beaucoup appris dans ces séries-là. Dans la série contre Vegas, -7, différentiel de -7, le défenseur le plus utilisé. Alors, tu regardes cette équipe-là, la brigade défensive va être de retour presque au complet. Parmi les attaquants,
il n'y a pas de joueur dominant là, qui devient joueur autonome. Donc, le noyau va rester en place. Puis Jay Cottinger, devant le filet, à 24 ans, est là sous contrat pour 2 autres saisons. Fait que c'est une formation qui reste à peu près intacte. Et c'est drôle parce que j'ai regardé les Panthers de la Floride, c'est à peu près la même chose. Et les Golden Knights de Vegas, la même chose. Alors, habituellement, on voit les équipes qui se rendent loin en série, sont obligées de perdre des gros morceaux, de laisser partir des gros morceaux après les séries. Mais dans le carré d'as, on avait plusieurs équipes qui vont pouvoir continuer sur le même élan et même peut-être ajouter des jeunes. Ou même parce qu'un jour, le plafond va augmenter un peu. Va monter, donc, c'est ça. C'est au contraire du Lightning des dernières années qui devait toujours se séparer du troisième trio parce que ça ne rentrait pas en dessous du plafond. Ils ont commencé par donner une main, un bras. À la fin, c'était un rein, une jambe. Ça a été difficile. Alors que, ces équipes-là vont pouvoir continuer. Donc, ça risque d'être intéressant. Regardons vers l'avenir. Es-tu d'accord avec ce qu'Alex disait? J'imagine, enfin, pour t'avoir lu. Oui, on prédit la même chose. C'est drôle, on ne s'est pas parlé. J'ai pas d'argument logique pour dire que les Panthers vont remporter cette série finale-là. Si on regarde du côté de Vegas, la brigade défensive est meilleure. Il y a plus de profondeur en défense du côté de Vegas. Il y a plus d'expérience du côté de Vegas. Cette équipe-là existe depuis 6 ans. C'est la 2e fois qu'ils vont en finale. C'était la 4e fois cette année qu'ils participaient au carré d'as. C'est quand même des standards d'excellence très élevés. Tu regardes la profondeur en attaque. Les Golden Knights ont 2 fois plus de profondeur en attaque que les Panthers. Là, tu regardes Carter Verhaeghe, Barbachev a 6 buts. Jack Eichel a 6 buts. Jonathan Marchessault, qui n'avait pas marqué jusqu'au milieu du 2e tour, est rendu à 9 buts déjà. Chandler Stevenson a 8 buts. Alors, il y a ça vient de beaucoup d'endroits. Tu as 6 ou 7 marqueurs de 6 buts et plus depuis le début des séries du côté de Vegas. Et tu en as 3 seulement du côté des Panthers. Et je donnais cet exemple-là dans ma chronique. William Karlsson, c'est le 3e centre des Golden Knights. Il a marqué 10 buts. Il a marqué plus de buts que le grand héros des Panthers, Matthew Tkachuk, qui en a 9. Alors, la profondeur du côté de l'attaque, la profondeur du côté de la défense est en faveur de Vegas. L'expérience aussi. Devant le filet, le facteur X, Bobrovsky. Alex Gascon en parlait la semaine dernière. Bobrovsky, selon les statistiques avancées, selon Natural Stat Trick, a empêché 14,5 buts qui auraient dû être marqués depuis le début des séries. Il n'y a aucun gardien en séries éliminatoires qui a mieux fait que ça depuis Tim Thomas en 2011. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et Tim Thomas avait remporté la Coupe Stanley avec les Bruins en 2011. Donc, il n'y a pas juste la moyenne d'efficacité qu'il faut regarder. Là, c'est la qualité des tirs que tu stoppes. Et les Panthers de la Floride, c'est une équipe de milieu de classement en défense. Ils étaient 14e, si ma mémoire est bonne, en défense. Mais Bobrovsky a réussi à biffer ça, cette faiblesse-là. Et ça rend les Panthers... moi, je pense que le momentum, que la destinée est du côté des Panthers, même s'ils ont moins de profondeur, ils ont un bon gardien, mais ils sont inspirés. Et il faut respecter le fait qu'ils ont éliminé... 3 des équipes favorites depuis le début. Assurément. Dont top 5. 3 équipes qui appartiennent au top 5 de la fine élite. Exactement, dont l'équipe qui avait connu la meilleure saison de l'histoire. Là. Donc, il faut respecter ça. Et je lisais les commentaires des directeurs généraux de la Ligue nationale qui disaient « Ah oui, mais la défense des Golden Knights va être difficile à percer pour les Panthers. » Ils ont affronté, à date, les Panthers ont affronté les 2 meilleures défenses de la Ligue nationale et ils les ont battus. Là, fait que, pour la défense des Golden Knights, on repassera. Là. Alors, j'y vais avec les Panthers en 6 matchs pour cette finale. Moi, la seule affaire, puis là, je pensais que l'année dernière, c'était une anomalie. Moi, tu le sais, là, montrez-moi un bon gardien, je vous montrerai une bonne équipe. Là. Puis en même temps, j'ai grandi à Montréal aussi. Là, donc, ce qui faisait partie de la culture d'entreprise. Exactement, c'est ça. Mais l'année dernière, l'Avalanche gagne la Coupe sans être dominant devant le filet. Puis cette année, j'en ai même fait, j'ai même tourné la phrase à l'envers un peu plus tôt dans les séries. Quand je disais « Montrez-moi un bon gardien, je vous montrerai une équipe éliminée », c'est arrivé. Puis encore, dans le duel Vegas-Dallas, c'est le meilleur gardien qui a perdu. Oui. Mais c'est pas celui qui a le mieux joué.
Non, je veux bien. Non, puis Oettinger, ça reste un jeune gardien. Mais reste que ça m'inquiète, ça. Parce que Bobrovsky, l'histoire, on en a parlé, l'histoire en soi est... Je me rappelle pas, moi, d'une rédemption comme ça dans le sport. D'un gardien. Non, puis dans le sport, là, toute discipline confondue. Reste que si les Panthers l'emportent, effectivement, la logique du gardien dominant qui t'aide à aller jusqu'au bout va être respectée. Mais là, je ne sais plus quoi penser. Ouais. Mais, tu parles de l'an dernier, l'Avalanche du Colorado. C'était une exception. Là. Ça arrive, des exceptions. Mais si les Golden Knights gagnent la Coupe, on va être 2 années d'exception. Oui, mais Adin Hill, c'est rare qu'une équipe gagne la Coupe Stanley avec son 2e gardien devant le filet. Là. Je me souviens pas la dernière fois que ce soit arrivé. Mais tu regardes son rendement à Adin Hill depuis qu'il a été inséré dans l'alignement, c'est du 935 et 937 de moyenne d'efficacité. Là. Donc, les standards sont là. Ça prend quelqu'un qui stoppe les rondelles. L'année passée, si ma mémoire est bonne... l'Avalanche avait remporté, Grobauer avait eu 902 ou 902, je pense, d'efficacité, mais c'était la plus basse moyenne d'efficacité depuis Grand Fjord. Là. Alors, ça prend une équipe capable de transcender la qualité du gardien. Et c'est très, très rare que tu vas croiser ça. Donc, ça reste la position déterminante, la position de gardien pour comme facteur de succès. C'est supposé, en tout cas. Et ça, je pense que ça va l'être encore. Ouais. Là, la grosse question, c'est que les Panthers de la Floride vont avoir une pause de 9 à 10 jours depuis leur dernier match avant de commencer la série finale. Et est-ce que ça va leur scier les jambes, casser leur momentum? Est-ce que Bobrovsky va perdre un peu ses repères? À un moment donné... On le voyait, Bobrovsky, là, c'est comme s'il avait redéveloppé des automatismes. Il était sûr de lui. Alors, j'espère que les Panthers vont tenir très occupés à l'entraînement d'ici à ce que la finale commence. Mais ça peut être un couteau à 2 tranchants aussi. Il y avait Alexander Barkov qui s'était blessé dans la fin de la série précédente. Ça va peut-être lui permettre de... C'est un joueur... C'est une condition sine qua non pour que les Panthers gagnent la Coupe Stanley. Il faut que Barkov soit capable de bien jouer. Parce que contrairement à Vegas, il n'y a pas 2000 options. Il n'y a pas 2000 solutions. Là. Paul Maurice dirige une équipe à 3 trios essentiellement. Alors que tu regardes du côté de Vegas, le trio de William Carrier, Nicolas Roy et Keegan Kolesar a joué un rôle majeur dans les succès des Golden Knights depuis le début. Donc, il faut que Barkov soit en forme. Et 9 ou 10 jours de pause, c'est providentiel. Là, ça n'arrive jamais habituellement en séries éliminatoires qu'on a une aussi longue pause que ça. Alors, ça va peut-être lui permettre de se remettre sur pied. Écoute, j'avais dit qu'on sortirait le Dustin Penner au maître à un moment donné dans ces séries. J'aurais aimé ça le sortir quand Alex va être là. Faisons ça. Mais il y a quand même quelques héros obscurs qui se sont... mais pas tant. Ou du moins, c'est pas si évident que d'autres années. On a dû en parler quand le Canadien a atteint la finale il y a 2 ans. Mais c'est drôle parce que j'ai regardé le match numéro 6 et quand les Stars c'est-à-dire quand les Vegas a éliminé les Stars, c'est toutes les célébrations autour, puis là, ils amènent le trophée, puis les Stars décident de ne pas toucher, alors que les Panthers y avaient touché. Les Panthers ont sauté dessus. Oui, exactement. Puis je me suis aperçu que là, je voyais les Stars, j'ai compris vite là, qu'ils ne toucheraient pas. Ils sont venus, ils ont pris une photo, pas les Stars, mais les Golden Knights, puis ça me plaît. J'ai comme, ça me plaît, ils ne toucheront pas au trophée. Puis quand les Panthers ont touché au trophée, j'étais comme, oui, ça me plaît, ils ont touché au trophée. Il y a de l'arrogance dans les 2 attitudes. Les Panthers font, on s'en sac de la superstition. C'est un trophée, on l'a gagné, on le prend. Exact. Et les Golden Knights font, ce trophée-là, on n'en veut pas. Je ne touche pas à ça. Je trouve ça parfait. Les 2 attitudes sont parfaites. Oui, mais puis là, il y a des gens qui gardent, qui compilent les statistiques de ça. Ils ont touché, ils ont gagné, ils n'ont pas touché, ils ont gagné. Honnêtement, écoute, c'est juste un peu drôle. Ça a été longtemps une superstition dans la Ligue nationale de hockey de ne pas toucher au trophée quand on remporte la finale de conférence, soi-disant parce que ça portait malheur. Et les équipes qui ont brisé ça ont connu du succès quand même. Oui, c'est ça. C'est juste drôle de voir que ça existe encore, ce genre de réflexion-là. Si ça arrive, si c'est
si c'est coordonné d'aussi belle façon quand on fait la présentation, c'est parce qu'il y a eu une discussion avant. Moi, c'est ça qui me fascine. Est-ce qu'on va toucher au trophée? Il faut. Les gars? Non, ouais. Je sais pas. Là, les gars, il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on y touche ou on y touche pas? T'as un joueur qui lève la main. Moi, je pense qu'on devrait y toucher parce que... On vote! Bon, on l'a mentionné souvent, là, on nous force ici, je dis pas qui, là, mais on est forcé de donner nos prédictions. Alors, forcé que j'étais, moi j'ai dit Panthers aussi, en 7, parce que je dis toujours en 7, mais j'ai un de mes grands chums qui m'a texté hier, puis il pense que je connais ça, fait qu'il veut savoir... J'ai dit Vegas. Bon, c'est ça. Je suis comme, pour vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, cette finale-là. Moi, je trouve que c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et comme tu l'écrivais, ça devrait pas l'être parce qu'il y a vraiment une équipe sur papier qui est supérieure à l'autre. Mais c'est au risque de se répéter, là, c'est la beauté de la chose. Écoute, c'est un printemps absolument époustouflant où on dirait que l'importance de la saison régulière s'amenuise. Récemment, c'était la 3e année, cette année, depuis 2017, que la dernière équipe classée, l'équipe la moins bien classée à participer aux séries, se rend en finale. Et c'est arrivé seulement 3 fois dans l'histoire de la Ligue nationale, et c'est arrivé 3 fois depuis 2017. Et le Canadien est une de ces équipes-là en 2021. Il y a eu Nashville en 2017. Et là, on a les Panthers de la Floride qui ont fini 18e et qui se rendent en finale. Alors, pourquoi on joue 82 matchs exactement? C'est pas je le sais, moi. Et pourtant, ça a été une des saisons ça a été la saison la moins paritaire depuis l'instauration du plafond salarial en 2005. Ouais. Alors, on pensait que, bon, la crème allait arriver en série, allait faire le ménage très, très rapidement parmi les équipes moins bien classées. Et ça s'est pas passé comme ça. Alors, il y a une réflexion à faire là-dessus. Comment le vieil adage que répétait toujours Marc Bergevin, nous, on veut juste participer aux séries parce qu'une fois qu'on y participe, n'importe quoi peut arriver. C'est vrai depuis 2017 parce que c'était pas vrai auparavant. C'est-à-dire, tout peut arriver, mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner la Coupe Stanley. Mais oui, il y a bien des choses qui peuvent arriver, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est ça. Cette année, c'est arrivé, puis... avec nos fines analyses, on a tous eu l'air un peu bizarre. Et toi, avec tes prédictions frondeuses... Le cabotinage. C'est ça. Tu as eu un bon taux de succès. Comme quoi, le cabotinage, des fois, ça peut être payant. Il y a des concours. Des fois, il y a des stations de sportives spécialisées. Attention, là. Oui, vas-y. Qui font genre choisir un lapin. Là, mettre de la salade sur le logo de deux équipes. Les éléphants. Un éléphant, un singe, puis c'est ça. Merci, Martin. Alors, je suis votre singe. L'article qui m'a réconforté beaucoup, c'est ça, l'analyse qui m'a réconforté beaucoup il y a quelques semaines, c'est celle du responsable des données, l'analyse de données de la NFL qui disait, le responsable de la NFL qui disait, pour avoir 80% de taux de succès des équipes favorites dans la Ligue nationale, il faudrait jouer des séries 26 de 51. Alors... à 4 de 7, il peut se passer beaucoup de choses. Non, puis enfin, c'est toujours la personne, pas toujours, mais c'est souvent la personne au bureau qui suit pas le hockey, qui a les meilleurs résultats. Quand ma mère allait aux courses de chevaux, une fois de temps en temps, elle choisissait toujours le cheval qui avait le plus beau ruban ou qu'elle trouvait le plus beau sans regarder les cotes, puis elle gagnait souvent. Alors, c'est ça le truc. Alors, c'est notre ami J'hésitais là, à en parler, mais ouais. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Comment il s'appelle? Daniel Gervais. Le gars du LIF. Moi, je préfère ça. Oui. T'ennuies-tu du gars du LIF? Oui, mais je trouve que c'est d'une présence qui manque. Ouais. C'est moins. Nos chiffres sont en baisse depuis qu'il est parti. On a peut-être sous-estimé son importance. En passant, j'ai entendu dire que ça allait bien. Nous autres? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi. D'abord, oui, absolument. Puis est-ce qu'on a dit merci? Mais on devrait. Merci. On devrait, oui. Merci. Non, mais on l'a peut-être dit, mais c'est bon, on a le répété. Un gros merci à vous tous et à vous toutes d'avoir fait la transition, de nous suivre. Puis on vous comprend, parce que c'est vraiment bon ce qu'on fait.
Soudainement, entends-tu les gens peser sur stop? Non, c'était pas vrai. Sérieux, le transfert de plateforme comme ça, c'était pas évident. Puis on est très reconnaissant qu'il y ait autant de gens qui aient décidé de faire l'effort. Puis qui ont enduré le lift aussi, quand c'était pas... quand c'était pas aussi bien réparti comme Jacques-Alexis le fait en ce moment. J'allais dire, on avait sous-estimé son importance. Parlant de ça, est-ce qu'on a déjà parlé du championnat mondial de hockey dans ce balado? J'imagine que oui. Oui, mais en même temps, pourquoi on aurait fait ça? Ben, je sais pas. On a déjà été plusieurs mois à faire un balado de hockey alors qu'il n'y avait pas de sport durant la pandémie. J'imagine qu'on a touché une foule de sujets... mais je suis sûr qu'on a déjà parlé du mondial. J'imagine. Non, mais je dis ça parce que, moi, ça m'a toujours dépassé qu'il y ait le championnat du monde. Je disais, le Canada est champion du monde. Mais on regarde, enfin, c'est pendant les séries. Reste que, cette année, il y avait 2-3 éléments pour s'y intéresser davantage. D'abord, la présence d'André Tourigny qui continue de compiler... un palmarès, c'est sûr qu'en Arizona, c'est pas drôle, là, mais sur la scène internationale, c'est vraiment devenu un personnage incontournable. André Tourigny, avant d'accepter le poste d'entraîneur des Coyotes, avait été nommé entraîneur national par Hockey Canada. Donc, c'était... Ce qu'on n'avait jamais vu, vraiment. C'est un poste qu'on avait créé pour lui parce les dirigeants de Hockey Canada avaient été vraiment impressionnés par son sens de l'organisation, par son leadership et les gens de la fédération s'étaient dit ça nous prend une continuité, ça prend quelqu'un qui va être capable de donner un sens de continuité d'une compétition à l'autre, d'aider les entraîneurs externes qui se greffent à Équipe Canada et tout ça. Et finalement, il est resté dans le portrait parce que les Coyotes font jamais loin en séries éliminatoires. C'est une équipe en reconstruction. Alors, il se retrouve quand même au championnat mondial. J'allais dire, j'ai jamais compris pourquoi il avait laissé ça pour aller en Arizona, mais peut-être qu'il s'est dit... Je vais pouvoir faire les deux. Je vais avoir le temps. Ouais. Peut-être son patron a été convaincant, puis il a vraiment voulu adhérer au plan de reconstruction qui a été fait là-bas. Mais c'est ça, si André Tourigny, si les médailles étaient vraiment en or et en argent, André Tourigny pourrait déjà prendre sa retraite du coaching. Là, il y a comme entraîneur en chef, cette année, il vient de remporter la médaille d'or. C'était un match, une finale disputée contre l'Allemagne. Comme adjoint, au cours des 2 années précédentes, une médaille d'or et une médaille d'argent. Et quand il dirigeait Équipe Canada Junior en 2020-2021, une médaille d'or, une autre d'argent. Et je trouve que les médailles au championnat mondial seniors ont vraiment une grande signification parce que le Canada, on s'entend, ne se présente pas là avec les équipes de premier plan. Là. Ni de deuxième, ni de troisième. Il y a des alignements qu'on regarde. Il y a beaucoup de jeunes. On demande à des jeunes joueurs de la Ligue nationale, est-ce que tu veux venir participer? Ça va contribuer à te donner de l'expérience dans les grandes compétitions et tout ça, mais souvent, on regarde les alignements et on dit, OK, là, c'est pas la formation A, c'est pas la B, c'est pas la C. C'est quand même une très bonne formation, mais c'est pas le plus haut, c'est pas le plus haut niveau qu'on est capable d'offrir. Alors que quand c'est Équipe Canada Junior, on s'entend avec le bassin de joueurs qu'on a. Quand c'est pas une participation à la finale, c'est une grande déception au pays parce que c'est normal que l'équipe se rende en finale. Alors, bravo. Et il y a Samuel Blais, l'attaquant québécois Samuel Blais, qui a été très, très bon dans ce tournoi-là, qui a marqué 6 buts, qui a marqué 2 buts en finale. Samuel Montembeault a été très bon aussi. Et il y a beaucoup de joueurs pour qui ce tournoi-là, le championnat mondial, a servi de tremplin par la suite. Là, que ça a réussi à consolider leur place. Non, mais je veux dire, parce qu'évidemment que le cas de Samuel Montembeault, ça intéresse beaucoup les gens. Oui. Est-ce que c'est là que tu t'en allais? Bien, c'est ça. Daniel Brière, notamment, sa carrière avait pris son envol après avoir été très bon. Et au cours des dernières années, c'est arrivé aussi à quelques joueurs. Et Samuel Montembeault, de se voir confier cette responsabilité-là, après l'excellente saison qu'il vient de connaître dans la Ligue nationale. Et même la saison précédente, les gens oublient qu'il avait joué blessé pendant la moitié de la saison. Il se faisait bombarder, l'équipe n'était pas compétitive. Il avait beaucoup grandi dans cette saison-là. Et moi, je pense qu'il va être capable de défendre le filet du Canadien la majorité des matchs au cours des prochaines années. Là. Est-ce que c'est le gardien qu'on voudrait avoir devant le filet d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley? Je ne pense pas qu'il soit rendu là. Il est tôt pour décider ça aussi. Mais c'est ça. Mais
il est capable de jouer régulièrement dans la Ligue nationale. Il l'a démontré, puis il a gagné beaucoup en constance au cours des dernières années. Alors, ça a été un tournoi très intéressant. Donc, l'Allemagne, en finale, énorme surprise. J'ai parlé ce matin, avant de m'en venir ici faire le balado, avec le directeur sportif de la Fédération allemande. Je suis en train de préparer une chronique là-dessus. Je voulais savoir, les Allemands ont eu beaucoup de succès sur la scène internationale au cours des dernières années. Finale olympique à Pyeongchang, je ne sais pas si tu te souviens. Je me rappelle qu'ils ont éliminé le Canada, j'étais là. Et ils étaient passés à quelques secondes de remporter la médaille d'or là, contre la Russie. Contre la Russie. Ils sont rendus au classement mondial, le classement de la Fédération internationale de hockey sur glace. L'Allemagne est 5e maintenant, devant la Suède, devant la Suisse. C'est pas rien. Là. Il y a une révolution qui est en train de se passer dans ce pays-là, où il y a juste 20 000 joueurs de hockey, donc 1/5 du nombre de hockeyeurs qu'on a au Québec. Wow. Et ils produisent maintenant des super vedettes comme Leon Draisaitl, Tim Stützle. Qui n'était pas là, incidemment aussi, il faut le dire. Oui, Maurice Seider. Donc, c'est pas J.J. Peterka qui était le meilleur marqueur du tournoi, je pense? Je pense que oui. En tout cas, il était là, oui. Et donc, c'est ça, j'ai eu une conversation pour savoir ce qui se passait là-bas. C'est très, très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ben, écoute, ils ont eu le même genre de réflexion que les Finlandais, à un moment donné, qui se disaient, là, on va arrêter de copier les méthodes de développement des Canadiens et des Américains. On n'a pas 500 000 joueurs, on n'a pas un bassin de 500 000 joueurs. Il faut on développe mieux le peu de joueurs qu'on a et qu'on forme mieux nos entraîneurs pour qu'ils soient meilleurs pour enseigner à nos athlètes. Et ils ont pris cette direction-là, un peu un système qu'on voit dans beaucoup de fédérations de soccer à travers le monde, là, où ils ont établi des standards. Ça s'appelle le programme 5 étoiles, si ma mémoire est bonne. Et chaque organisation de hockey mineur doit respecter certains standards de base avec les tout-petits pour avoir une étoile. Et lorsqu'ils ont atteint ces standards-là, il y a une autre étape pour avoir 2 étoiles. Et on se rend comme ça jusqu'au niveau junior, jusqu'au 17 ans et moins, jusqu'au niveau midget. Et ils ont établi ces standards-là. Ils ont rendu beaucoup plus exigeante la formation des entraîneurs. Ils me disaient, nos entraîneurs, là, c'est difficile d'avoir ta licence d'entraîneur au hockey. Là, il faut que vraiment, on t'en donne du matériel pour que tu sois pertinent. Et c'est comme ça. Ils ont obligé aussi, dans leur ligue professionnelle en Allemagne, les équipes sont obligées de faire jouer 3 joueurs allemands de 23 ans et moins régulièrement, alors pour protéger le talent allemand puis pour lui permettre aux jeunes joueurs de se développer. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui sont en apprentissage dans la DEL, dans la Ligue allemande, et qui arrivent et qui se font repêcher de cette ligue-là par les équipes de la Ligue nationale, ou qui ont été repêchés, qui jouent là et qui s'en viennent après ça dans la Ligue nationale. Alors, ça fonctionne vraiment bien, leur affaire, et chapeau. Et l'autre surprise monumentale, Alex, c'est la Lettonie. La Lettonie, c'est encore plus incroyable. Pour les gens, regardaient ça un peu en riant. Ils ont gagné la médaille de bronze, puis ils ont fait des célébrations nationales. Le président a déclaré congé pour tout le monde. Je savais pas. Congé national. Tout le monde se réunit dans la capitale, sur la place principale, pour fêter. Les gars brandissaient le trophée de la 3e place comme si c'était la Coupe Stanley. Mais il faut comprendre, en Lettonie, il y a 7 898 joueurs de hockey seulement, là. C'est l'équivalent de peut-être 3 grosses associations, 3 ou 4 grosses associations de hockey mineur au Québec ou au Canada. Et il y a 24 arénas seulement en Lettonie, dans un pays de 1,8 million d'habitants. Et ce petit pays-là est arrivé dans un match de médaille de bronze et a battu les États-Unis. Là. Alors, tu sais, imagine juste ici les réactions si on avait une équipe Québec qui compétitionnait sur la scène internationale et qu'on affrontait les États-Unis et qu'on battait les États-Unis dans un match de médaille. Ça serait déjà très gros, mais pour ce pays-là qui n'avait jamais fait mieux qu'une 7e place sur la scène internationale, c'est un accomplissement incroyable et ça montre à quel point... moi, j'écris là-dessus, ça fait 15 ans sur les systèmes de développement et ça montre à quel point la qualité du développement peut être un outil puissant. C'est pas juste le nombre. Au Canada, on a souvent eu la mentalité de juste faire jouer les meilleurs contre les meilleurs joueurs et de pas trop se soucier de l'enseignement. Puis on se disait, bon, ben la crème va arriver au sommet. Eux, ils prennent leur petit bassin de joueurs, ils disent, on va les former au maximum, on va leur donner des expériences significatives, puis ils vont arriver à être capables de rivaliser avec les meilleurs sur la scène internationale.
Et ça marche. C'est assez incroyable. Non, mais c'est ça le problème ici. On a trop de joueurs. Faites des restrictions sur les inscriptions. Non, si le Québec battait les États-Unis dans un match de hockey, je suis pas mal sûr que le premier ministre... dans un match de hockey international. Oui, je suis pas mal sûr que le premier ministre... je ne sais pas s'il décréterait un congé national, mais peut-être un après-midi. Peut-être pas une journée, mais peut-être un après-midi. D'ailleurs, le premier ministre, je suis sûr, par contre, qu'il aimerait qu'on revienne sur Samuel Montembeault, parce que c'est probablement juste ça qui l'intéresse. Ou en tout cas... Comme d'autres. Reste que, juste un petit mot, finir ce chapitre-là, parce que là, le buzz... D'abord, Montembeault disait, je ne me rappelais pas avoir joué des matchs sans lendemain depuis le junior, et de pouvoir en disputer, puis de les gagner, évidemment que ça tire dans le bon sens. Et là, je ne sais pas si je suis surpris, mais on en a parlé un peu il y a quelques semaines, au moment de clore le bilan du Canadien. On se demandait si... parce que Montembeault est sous contrat juste pour une année. Mais à ce moment-là, je n'étais pas convaincu que ça deviendrait une conversation importante. Mais là, ça semble le devenir. Là. Et même lui a été interrogé là-dessus, à savoir, est-ce que tu t'attends à avoir une prolongation de contrat avant le début de la saison? Tu sais, je ne sais pas. Est-ce que effectivement ça va être un enjeu? Penses-tu que c'est quelque chose de pertinent? Écoute, tu sais, ce délai-là de pouvoir mettre un joueur sous contrat 1 an avant l'expiration de son entente actuelle... C'est une occasion qu'on donne aux directeurs généraux pour vraiment pouvoir courtiser leurs joueurs les plus importants, les joueurs clés de l'organisation, les super vedettes, pour pouvoir planifier la tête reposée, offrir une sécurité en même temps à leurs meilleurs joueurs. Si on le fait pour Samuel Montembeault, peut-être que ça arrivera au camp d'entraînement ou pas, mais je pense pas que ça presse, que ça se règle le 3 juillet. Il y a encore un contrat pour la prochaine saison. Mais pourquoi on ne le mettrait pas sous contrat chez le Canadien? Pourquoi on ne lui donnerait pas quelques années? Samuel Montembeault est jeune encore. Il est québécois. Il fonctionne très bien dans le marché montréalais. Sa personnalité, ça marche. Là. On le voit que ça marche. Oui, mais je ne pense pas que ce soit prioritaire présentement dans les tâches du directeur général, mais il va bien. C'est difficile de trouver un gardien fiable dans le marché, mais ça pourrait... Et à la limite, si un jour le Canadien est capable de mettre la main sur un gardien ultra dominant, ça peut être un second extrêmement fiable. Maintenant, ton deuxième gardien, il faut que tu te dises... c'est peut-être lui qu'on va avoir devant le filet dans le match déterminant en séries éliminatoires parce qu'il y a tellement de blessures, c'est tellement une position exigeante et il faut que tu le fasses jouer à peu près 30 fois maintenant dans la saison, ton deuxième gardien. Donc, il y a un gros effet sur ta participation en série. Fait que ça irait de soi qu'on le mette sous contrat, mais c'est pas une priorité la plus haute importance. Non, mais l'autre affaire, c'est que ça va être un narratif qu'on va entendre pas mal, j'ai l'impression, jusqu'à temps que ça se fasse. Comme on entend, que les gens sont bien inquiets là, du contrat de Cole Caulfield. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une offre... comment? J'ai juste offer sheet dans la tête. Mais écoute, ça doit calmons-nous! Oui, mais ça doit être, dans le cas de Caulfield, ça doit être des conversations intéressantes parce qu'il y a des directeurs généraux. Le deuxième contrat d'un joueur de la Ligue nationale qui est très, très bon, c'est supposé de faire le pont entre son accession à l'autonomie et la période qui lui reste à faire. Alors, l'équipe est supposée de donner... tu ne peux pas le payer à au salaire qu'il aurait à l'autonomie. Là. Fait que tu achètes d'avance, autrement dit, des années d'autonomie. Donc, si Caulfield était destiné, par exemple, à gagner 10 millions quand il va être joueur autonome, là, tu trouves un montant entre les deux qui fait en sorte que tu achètes quelques années d'autonomie. Tu dis, quand il va être autonome, on va payer un peu moins de 10 millions parce qu'on va lui avoir donné plus dans les années précédentes. Puis ça va permettre à l'équipe de garder plus de joueurs compétitifs dans l'alignement. Et à Toronto, ils ont complètement jeté cette théorie-là par-dessus bord. Ils ont donné des contrats de super vedettes à Marner, à Matthews, à Nylander, et ça les a placés. Ajoute un joueur ou deux à 5 millions chez les Maple Leafs, c'est pas la même chose. Alors, c'est des discussions intéressantes et il y a sans doute beaucoup de jeunes joueurs qui disent maintenant à leur équipe, non, donne-moi le total, là, je suis... mais c'est parce que tu n'as pas encore gagné en ancienneté le droit de l'autonomie. Donc, ça ne doit pas être si facile que ça de régler ces contrats-là, ces deuxièmes contrats. Et ça explique pourquoi ça va se
probablement être annoncé plus tard. Il y a rien... ça pourrait expliquer, mais en même temps, Kent Hughes n'a pas l'air d'un gars stressé dans la vie, puis peut-être qu'il y a déjà une entente de principe qu'on s'est déjà entendu sur les grandes lignes et on sait que ça va être annoncé à un moment donné. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. All right. Rock and roll. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On vous demandait, on va clore cet épisode avec un petit méli-mélo, comme on fait depuis quelques semaines. Puis la question du public va nous servir de porte d'entrée. On vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, selon vous, parce que la Coupe Memorial, ça se décide en fin de semaine. Quel beau format, d'ailleurs. Tu trouves? Je sais pas. Je suis pas sûr de comprendre, mais enfin. Ouais. Moi j'ai de la difficulté avec le concept, avec la présence de l'équipe hôtesse tout le temps. Ouais. D'abord. C'est aléatoire, c'est décidé quelques années d'avance. Et pourquoi cette équipe-là est là, puis elle peut compétitionner pour le titre national alors que on ne sait pas si elle va avoir fait ses preuves ou si elle va avoir mérité d'être là. Et il me semble qu'on devrait juste identifier une ville qui va présenter la Coupe Memorial et trouver, par un système de wild card, ou comment on dit ça, de quatrième house. De cartes sauvages. Ou de cartes sauvages, c'est ça. C'est la traduction littérale. De trouver un système pour identifier la quatrième meilleure équipe au pays et dire, bon, ben vous joignez à ce tournoi-là. Ou on ne pourrait pas juste faire un tournoi à 3 équipes? Ça pourrait être... Mettons, tu fais un tour, chaque équipe s'affronte, les 2 meilleurs passent en finale. Oui, mais un carré d'as, il me semble que c'est naturel comme formule, mais c'est ça, de trouver une façon... Il y a 60 équipes juniors majeures au Canada. Est-ce qu'on peut s'arranger pour s'assurer d'avoir les 4 meilleurs? Ça pourrait être, par exemple... l'équipe qui a disputé la série finale, l'équipe finaliste perdante qui a eu la série la plus longue dans sa ligue. Si une équipe perd à son 7e match en prolongation dans sa ligue, on dit, bon, ben OK, vous êtes les 4e, mais je trouve un peu dépassé cette formule-là d'avoir une équipe qui sort qui a été identifiée parce que vous y participez parce que la ville a obtenu la présentation. Mais écoute, Québec a été très impressionnant à date. Ça regarde bien pour une autre conquête québécoise. Parce qu'on demandait, c'est ça, on demandait aux gens via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport où sera Patrick Roy après cette finale de la Coupe Memorial. Évidemment, c'est une question tendancieuse, puis il y a une raison. Alors, sur le book, Luc dit il sera encore et toujours Patrick Roy. Jean-François dit champion, comme toujours. Mathieu dit le roi. Marielle, champion et heureux. T'sais, les gens, comme c'est pas ça qu'on voulait comme réponse. Là. On voulait savoir si, à votre avis, il allait entraîner dans la Ligue nationale de hockey. Louise dit assis chez lui à attendre encore un appel d'une équipe de la LNH. Michel, coach des Blue Jackets de Columbus. Luc, non, on l'a lu, je l'ai lu, Luc. Michel dit en vacances. On a Golf de la Fonde, très barbu. OK, c'est très bon. Joël dit à l'emploi d'une équipe de la LNH, peut-être Columbus. Heureux, dit Doom. En vacances d'été, dit Jeff. Et à Disneyland, te rappelles-tu de ça? Oui. Ça, c'était bon, ça. J'étais là ce soir-là. Je regardais les célébrations. On en a parlé la semaine passée. C'est ça, je regardais les célébrations sur la glace, sur la patinoire, les joueurs du Canadien qui se promenaient avec... qui célébraient, puis il y avait Patrick avec la caméra la caméra publicitaire devant lui. C'est quoi l'histoire derrière ça? Est-ce que c'était prévu? Semble-t-il que Pierre Lacroix avait raconté que l'entente avait été conclue en 1 minute et quart sur le bord du banc du Canadien. Okay. Fait que c'était pas il n'a pas dit ça spontanément puis ça a été récupéré par la suite. C'était prévu. Est-ce qu'il peut soulever la coupe et répondre à la question « Qu'est-ce que tu vas faire, Patrick? Je m'en vais à Disneyland. » Et je pense que Michael Jordan l'avait fait aussi. C'était comme, comme un concept publicitaire. Okay. Là. Il prenait le moment du championnat avec la grande vedette. Non, d'accord. Mais il avait fallu qu'il le refasse. Ils lui ont fait refaire 2 ou 3 fois. Là. Alors,
Tu voyais Patrick Roy lever la coupe et s'écrier à la caméra. Puis là, on disait OK, refais-le. Mais Peux-tu nous en la faire plus Mickey Mouse? Je sais pas. Ça a été quelques secondes payantes pour lui, j'imagine. Oui, on imagine. Donc, c'est Charles sur Facebook qui nous rappelait ça. Et sinon, vite, là, sur le Twitter, Sylvain dit en vacances, Dan dit chez lui. Alain dit sera toujours coach junior de sa propre équipe. Et Olivier dit mémoriable. Ça, c'est beau, ça. On aime ça. Donc, est-ce qu'effectivement, il sera mémoriable et est-ce qu'effectivement, il sera toujours entraîneur dans le junior? Ben, il y a déjà indiqué qu'il ne serait pas de retour avec les Remparts et que ce serait Simon Gagné qui prendrait la relève l'année prochaine. Je peux comprendre qu'il a fait le tour du jardin aussi. Là. Ça fait quoi, depuis 2005 qu'il dirige l'équipe? C'est pas l'année dernière qu'il disait des fois, je trouve ça longuet un peu. Je me demande mes amis sont en train de jouer au golf et je me demande ce que je fais là. Il a goûté à la Ligue nationale. Il a eu un certain succès, mais quand même, il a remporté le trophée de Jack Adams. J'ai hâte de voir s'il va trouver un emploi dans la Ligue nationale. Et s'il se retrouve dans la Ligue nationale, écoute, moi, je vais m'interroger parce que c'est pas parce que les Remparts étaient bons cette année. Il est le même entraîneur qu'il était au cours des 5 dernières années. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et là, parce que les Remparts ont eu une année exceptionnelle, c'est comme son nom revient. Ouais. C'est Patrick Roy. Patrick Roy était un bon entraîneur il y a 5 ans. Il l'est aujourd'hui. Puis je trouverais ça superficiel qu'il trouve un emploi là maintenant parce que les Remparts ont été bons cette année, parce que c'était déjà un entraîneur de qualité. Moi, je pense pas que ce soit tant relié. Surtout que dans le junior, c'est des cycles aussi. Là, tu peux pas... tu peux pas être compétitif à chaque année. Exactement. Non, souviens-toi, l'année dernière aussi, son nom était dans les rumeurs. Là. Je pense qu'on est... C'est ça, que peut-être que c'était sa décision. C'était pas l'an dernier qui s'était trouvé un agent. On parlait de ça. Oui. Visiblement, il a peut-être plus envie, il désire peut-être davantage retrouver un banc dans la Ligue nationale de hockey que par le passé. Puis je pense que c'est ça l'élément important. Mais son parcours, on pourra jamais lui enlever ça, Patrick Roy. Sa passion pour ce sport-là, c'est hors norme, là. C'est très, très rare que tu vois une super vedette. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui restent dans le hockey par la suite, qui deviennent entraîneurs, qui s'impliquent au niveau junior, c'est ça. Mais une superstar du niveau de Patrick Roy, ça être promené en autobus aussi longtemps que ça avec une équipe junior. Puis on s'entend, il ne faisait pas ça pour 50 000 par année. Là. Il est très, très bien payé pour faire ça, mais c'était son équipe. Ils l'ont vendu. Il a continué comme entraîneur. Revenir dans la Ligue nationale puis démontrer une telle passion aller au point de s'embaucher un agent puis dire je veux retourner dans la Ligue nationale, il faut lui donner ça. Là, c'est vraiment un passionné à la vie, à la mort. Alors, écoute, je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite, mais je pense que c'est assez clair qu'il a fait le tour du jardin au niveau junior. Oui, depuis longtemps. Cela dit, il y a de moins en moins d'options. Il y a des postes qui se comblent. Les Capitals qui ont embauché... Cranberry, non, c'est pas ça son nom. Carberry. Carberry. L'ancien adjoint de Sheldon Keefe. Mais bon, il y a des questions de Columbus chez nos participants. Toronto, ça serait assez hot. Non? Moi, ça m'étonnerait. Ça me surprendrait énormément que Patrick Roy se retrouve à Columbus parce qu'ils ont sous la main à Columbus Pascal Vincent, qu'ils ont amené, le directeur général l'a amené l'année dernière comme entraîneur associé avec son équipe. Il était l'entraîneur en chef, Pascal Vincent, du club école des Jets de Winnipeg. Il a été nommé entraîneur de l'année dans la Ligue américaine, déjà exactement comme le nouvel entraîneur des Capitals de Washington. Il a été adjoint dans la Ligue nationale déjà. C'est un gars qui vient de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui a toutes les compétences voulues. Là. Ils ont le talent à l'interne, le gars qui connaît l'organisation pour faire ce travail-là. Alors, si jamais Patrick Roy arrivait là, moi, ça serait un pied de nez, je trouve, incroyable à un gars qui s'est en allé dans cette organisation-là. Non, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour gravir les échelons. Je ne sais pas pourquoi c'est le nom de Columbus qui revient. Mais c'est le nom de Columbus qui revient parce que là, on regarde ailleurs, les postes sont en train de se combler tranquillement, pas vite. Là. Toutes les pièces commencent à tomber en place. T'aimes pas mon idée de Toronto? Écoute, ce serait spectaculaire. Ce serait certainement spectaculaire. C'est peut-être ça. Ils ont peut-être besoin d'une
Ben, une dose de passion, ça serait... Enfin, moi, je vois là, oui, il y a il y a matière à connecter certains points, là. Surtout que, vraisemblamablement, là, au moment d'enregistrer, tout indiquait que Brad en Treliving. fin de journée, Travelling, mon pote amateur de cinéma, Brad Treliving serait sur le point de signer. J'ai été étonné, puis c'est pas le bon Mathias qui a pondu un texte là-dessus la semaine passée qui démolissait un peu cette candidature-là. Puis c'est vrai que quand les... Je parle de Mathias Brunet, bien sûr. Quand tu t'additionnes là, sa feuille de route... en même temps, c'est tout à fait Maple Leafs de Toronto comme embauche, là. Mais c'est pas étonnant. Le gars, son équipe vient de pas faire les séries, puis ça prend pas 2 semaines qu'il se trouve... Non seulement il se retrouve du boulot, mais probablement un des boulots les plus prestigieux de la Ligue. Écoute, être directeur général d'une équipe de la Ligue nationale, c'est comme être parent. Quand on est un parent, on n'a pas de télécommande sur les enfants pour savoir... non, t'avais pas ça. Des fois, dans ton temps, peut-être, aujourd'hui. Non. Des fois, ils prennent des mauvaises décisions, les enfants. Puis on peut être là, guider, inculquer des valeurs et tout ça. Puis les gens semblent oublier que Brad Treliving, là, il s'est retrouvé dans la pire situation possible à la fin de la dernière saison. Premièrement, la saison dernière, son équipe était ultra dominante. Là, on s'entend, c'est une équipe qui avait connu une saison exceptionnelle dans la Ligue nationale de hockey. Et à la fin de la saison, il y a 2 de ces super vedettes qui ont dit j'avoue que c'est chiant. Ça ne marchera pas, on s'en va. Là. Quelle autre équipe dans la Ligue nationale aurait pu performer au même niveau qu'auparavant en perdant 2 de ces... Et il a été obligé... Les gens critiquent la transaction parce que là, Matthew Tkachuk est génial en séries éliminatoires, mais les Panthers de la Floride là, sont passés à 1 point de ne pas participer aux séries. Et ces mêmes gens-là, c'est pas ça qu'ils disaient au début de l'année, là. Et moi, je te dis non. Je pensais que l'équipe qui s'en était dans cette transaction-là, je pensais qu'il y avait un léger avantage. Tout le monde disait, ben oui, les gens disaient Treliving, wow, incroyablement, quel courage. Il était capable de transformer un citron en limonade. Ouais. Bon. Alors, tu sais, ces choses-là prennent du temps. Je pense qu'il y avait un problème derrière le banc de cette équipe-là. Mais Brad Treliving, regardons dans quel état il a pris les Flames de Calgary, qui n'avaient pas participé aux séries dans les 5 années précédentes, et les standards qu'ils ont atteints. Et à Toronto, je m'excuse, mais il faut que tu places un gars qui a de l'expérience. Là. Au stade de développement où cette équipe-là est rendue, la taille du marché, la pression, ça prend un gars qui a déjà vu neiger. Et Treliving est directeur général depuis 9 ans, connaît la réalité canadienne. Il a montré qu'il y avait énormément de courage avec la transaction qu'il a réalisée l'été dernier. Fait que, tu sais, c'est facile. C'est facile de juger quand on est loin, mais il faut regarder ça objectivement aussi. Là. C'est extrêmement compliqué d'être directeur général et de façon constante, l'organisation des Flames s'est améliorée sous la gouverne de Treliving. Et fort probablement qu'un facteur dans son embauche a été la question qui tue. Si on te donne l'équipe, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant? Ce qui est arrivé avec un bon plan. Est-ce qu'il était capable, est-ce qu'il a soulevé l'enthousiasme? Ben là, à ce qui paraît, il a répondu, là, ça dépend. Là. Est-ce qu'ils veulent tous s'en aller? Parce que ça, c'est... Être directeur dans la Ligue nationale, c'est une chose. Être directeur général dans une ville où les joueurs ne veulent pas jouer, c'est une autre réalité. C'est sûr que ça complique la donne. Bon, avec Patrick Roy, entraîneur des Flames, avec Berge comme directeur général. Semble-t-il que c'est Gérard Galland qui va aboutir. C'est vrai, t'as raison, ouais. Mais ce ne serait pas un mauvais choix. Gérard Galland, malchanceux. Il va être là pour 2 ans. Il redresse ses équipes partout où il va, puis il n'est jamais là pour cueillir les fruits. Voilà. Il ne peut pas se reposer sous les arbres qu'il a contribué à planter. Exactement. As-tu vu, j'écoute, il y a plein de confrères qui ont fait des textes là-dessus. Martin Saint-Louis chez Spittin' Chicklets. Oui. D'ailleurs, c'est long, ça. Hein? On se fait dire que c'est long, notre balado, là, mais c'est comme 4 heures. Genre. C'est ça, hein? Oui. 1 heure d'entrevue avec Martin Saint-Louis. C'était quand même pas mal bon. Wow. OK, ben c'est assez. En parlant de temps, est-ce que la semaine prochaine, les sénateurs vont être vendus? Je pense qu'ils vont être vendus. Je pense que ça va être annoncé au cours des 3 prochains jours. OK. Je pense que bon. Bon, on en parlera à ce moment-là. On en parlera à ce moment-là. On décortiquera. D'accord. Alors, avec ce qu'il y aura à décortiquer, là, on s'entend, c'est une vente d'équipe de hockey dont on parle beaucoup, mais il va y avoir beaucoup de pain sur la planche pour les nouveaux propriétaires. Oui, ça va prendre va falloir que l'argent rentre pour
justifier un tel investissement. Oui. Ouais. Puis, non, je pense pas qu'on va entendre parler des Coyotes à court terme là, dans leur quête d'un nouvel aréna et tout ça. Mais j'ai su aussi que beaucoup de joueurs des Coyotes et d'autres équipes de la Ligue nationale ont téléphoné à l'association des joueurs pour dire là, ça fera. Là, le cirque, ça fera. Alors, j'imagine qu'il va se passer quelque chose. Si vous voulez, comme moi, aller voir jouer une équipe de la Ligue nationale dans un aréna universitaire de 5000 places, dépêchez-vous, parce que ça achève. Ça va peut-être prendre fin à un moment donné. Ah! Bon, ben c'est ça qui est ça. Penses-tu qu'Alex va être revenu la semaine prochaine? Je ne lui souhaite pas, mais il y a de bonnes chances. Non, mais j'ai pas... Écoute, j'ai évidemment, Shapovalov est en train de jouer en ce moment. Oui. Fait que je peux pas le regarder, vous me dérangez. Puis Bibi, ça a été difficile, je pense, hier, mais enfin, on sait jamais. Ça en prend juste un win qui se rend loin pour que l'affectation de rêve d'Alex se poursuive. Un gros merci. Un gros merci à lui, même s'il n'est pas là. Hein, oui. Qui a pris 5 minutes, qui s'est interrompu de son travail pour revenir nous jaser. Qui nous a fait vivre encore du son d'ambiance étranger. C'est fantastique. Tellement hockey, le seul balado de hockey qui vous amène partout dans le son d'ambiance sur la planète. Oui. Gros merci donc à Alexandre Gascon. Je rappelle qu'il est notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Et j'en suis honoré. Je peux comprendre. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Merci, Jack. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Puis c'est ça, là, peut-être... Non, je pense pas que la finale va être... Mais non, ça commence samedi. C'est sûr que mercredi, la finale sera pas finie. C'est ça ma prédiction. C'est passé tellement de choses ce printemps-ci. Si ça se réglait en 3, je serais pas surpris. Ouais. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.